Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Émission ce soir largement consacrée aux adieux du Royaume-Uni. À minuit, les Britanniques auront officiellement quitté l'Union européenne. Le pays a été sidéré, déchiré. Est-il aujourd'hui soulagé après ce feuilleton interminable qui a mis ses nerfs à vif? La réponse de nos invités dans un instant. 47 ans d'histoire commune et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, tout reste à faire. Boris Johnson et Michel Barnier ont 11 mois pour négocier ce divorce historique. À quoi vont ressembler les futures relations? Quitter le club a forcément un coût. Lequel? On en parlera. Et qui, mieux que lui, peut nous aider à comprendre cette page de l'histoire qui se tourne? Il est journaliste, il a basculé en politique, il est aujourd'hui député européen En Marche. Bernard Guetta est notre grand témoin ce soir. Voilà, vous savez tout, sans oublier bien sûr notre club de chroniqueurs, comme tous les vendredis. Et ils sont nombreux ce soir. Hashtag CVR, n'oubliez pas non plus. C'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP à minuit. À minuit précisément, nous ne serons donc plus que 27. L'Union européenne va perdre, pour la première fois de son histoire, l'un de ses membres, le Royaume-Uni. Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Merci d'être notre grand témoin. Vous êtes journaliste, des années à la matinale de France Inter. Vous siégez aujourd'hui à Bruxelles dans le groupe Renew, c'est le groupe des marcheurs. Et vous nous direz, au fond, comment vous avez vécu cette semaine, semaine historique au Parlement, comment vous voyez la suite. Robert Franck, bienvenue. Bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste de l'Europe et des relations internationales. Elvire Fabry, bonsoir. Bonsoir. Chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors, en charge des questions liées à la politique commerciale, ce qui intéresse directement les négociations en cours. Et bien sûr, le Brexit. Enfin, j'accueille avec plaisir Alex Taylor. Alex qui nous a fait vivre ce feuilleton interminable dans cette émission. Vous êtes chroniqueur, entre autres, ici même à Ça vous regarde. Et vous nous direz, au fond, ce que le franco-britannique ressent ce soir. Regardez les unes de la presse britannique ce matin. On en a choisi deux. Elles s'opposent. Yes, we did it, Daily Express. Et Small Island, c'est le choix du Guardian. Small Island, tout est dit. Je vous donne la parole dans un instant, juste après le billet de Stéphane Blakowski, qui va nous donner, au fond, sa vision du Brexit. C'est tout de suite. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Bernard quand même. Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris ce soir. Si j'ai bien compris Myriam, on n'a pas fini de parler du Brexit. Alors moi qui croyais qu'on allait enfin sortir de ces négociations interminables auxquelles plus personne ne comprenait rien, je crois que je me suis réjoui un petit peu trop vite. Alors ça c'est mon côté naïf, vous voyez, je me disais, bon, on nous dit que c'est le Brexit aujourd'hui, donc ça a pris 4 ans, ok, mais ça y est, ils sont dehors, on ferme la porte, on n'en parle plus. Alors vous imaginez le choc ce matin, quand j'ai regardé la une du Daily Telegraph, avec Boris Johnson qui nous dit exactement le contraire. This is not an end, but a beginning. Alors, c'est pas la fin du Brexit, c'est simplement le début. C'est-à-dire que le début du Brexit, ça a déjà pris 4 ans. Mais on va attendre combien d'années pour voir la fin du Brexit Mais attendez, rassurez-vous. Boris Johnson a dit qu'il allait négocier des accords économiques. C'est ça maintenant, plus vite que l'Union européenne, assez vite même, il le souhaite. Alors, permettez-moi de vous répondre en joignant le geste à la parole. Mon œil, mon œil, Myriam. Il y a 600 accords à renégocier avec les Britanniques, c'est Michel Barnier qui l'a dit, donc ça va certainement prendre plus qu'1 an. D'ailleurs, les Européens eux-mêmes disent oui, on aura certainement besoin d'un petit rap de négociation. Tu m'étonnes, ils sont 27, personne n'est d'accord, chacun a des intérêts différents. Moi, il me semblait qu'une journée historique, pour moi, c'était autre chose. On vit une journée historique ou pas? Une journée historique, le lendemain, quand vous vous réveillez, le monde a changé. Mais demain, qui est-ce qui aura changé? Rien, ou quasiment rien. En fait, tant qu'on n'a pas signé d'accord économique, tout ça va continuer un peu comme avant, à l'ancienne. C'est quand même un choc, non? La sortie des Britanniques de Alors l'Union. c'est sûr, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, je sais que Bernard est sensible, mais c'est quand même une perte. C'est quand même 66 millions d'Européens en moins, la deuxième puissance économique qui s'en va. Sur le plan diplomatique, les Britanniques sont très forts, le Commonwealth, le siège au Conseil de sécurité. Il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Mais il y a Charles Michel, lui, qui est président du Conseil européen. Donc il est un peu obligé de faire bonne figure. Donc il essaie de trouver un aspect positif à cette histoire, des conséquences éventuellement favorables. On l'écoute.
Le traité de divorce qui a été signé il y a peu de temps, ça sonne comme un radio-réveil pour l'Union européenne. Et moi, je sens autour de la table du Conseil européen les 27 chefs d'État et de gouvernement qui sont prêts à se retrousser bien plus les manches pour tenter davantage de coopérer, de travailler ensemble. Alors, je sais pas, moi, ces comparaisons du Brexit avec le radio réveil, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ça suggère que l'Europe s'est endormie, évidemment, sur ses lauriers. Mais vous imaginez quand même qu'on compare souvent l'Europe à un grand bateau. Là, il est en train de nous dire, en fait, l'équipage est endormi sur la barre. C'est pour ça qu'on dérive un peu en ce moment. Mais c'est quand même un peu inquiétant, cette histoire de radio réveil, non? Est-ce que le départ des Britanniques pourrait donner envie à d'autres oui, partir, de quitter le navire? Tous les adversaires de l'Union. Alors en France, bien sûr, c'est Rassemblement National qui applaudissait ce matin à demain. Bardella était donc chez Bourdin. Alors lui aussi, il trouve qu'il y a un côté signal d'alarme dans le Brexit, mais pas Radio Réveil qui vous permet de commencer la journée du bon pied. Plutôt la grosse sirène qui dit que le bateau est en train de couler et qu'on va tous crever. On l'écoute. Moi, je vous dis aujourd'hui que l'Union européenne, on est en train d'en mourir. Bon. Et que si on ne change pas radicalement l'orientation de la politique que l'on donne à la construction européenne, alors on mourra. Et que toutes les grandes puissances aujourd'hui, partout dans le monde, font du patriotisme économique, font du protectionnisme et défendent leurs intérêts d'abord. À l'entendre, on pourrait croire qu'il souhaite que la France quitte aussi l'Union européenne. Oui, mais il n'y a pas que les Anglais qui tergiversent. Le Rassemblement National tergiverse pas mal. Ils étaient contre. Maintenant, ils ne veulent plus sortir. On dit, ils sont pour le Brexit, ils se félicitent, ils applaudissent les Anglais. Ils vont nous dire, sortons nous aussi les Français, pas du tout. Ça vous fait plaisir, Bernard, d'être d'accord avec le Rassemblement National, j'imagine. Il ne veut pas sortir de l'Europe, comme vous, finalement. Bon, j'imagine que, finalement, là, on va continuer à voir, puisque ce n'est que le début, comment se passe le Brexit. Mais le meilleur argument pour les Européens, pour les convaincre, effectivement, qu'il ne faut surtout pas quitter l'Union européenne, ça serait, et je sais que vous n'êtes pas comme ça, Bernard, mais ça serait quand même que le Royaume-Uni fasse un Brexit catastrophique et qu'il ne se relève jamais de la ruine. Ça c'est un argument fort pour l'Europe, non? Bernard Guetta, une réaction à ce billet? Malheureusement, Stéphane a raison, il y a quelque chose d'extraordinairement, il ironise là-dessus, mais je le connais, il y a quelque chose d'extraordinairement douloureux dans cette affaire, parce que qui pourrait dire aujourd'hui, ou hier d'ailleurs, que la Grande-Bretagne, ce n'est pas l'Europe? Évidemment que c'est l'Europe. Évidemment que c'est en Grande-Bretagne qu'a été réinventée la démocratie bien avant la Révolution française. Évidemment que c'est en Grande-Bretagne que l'Europe a trouvé les forces de la résistance au nazisme. Évidemment que sans Churchill, Hitler aurait pu gagner. Évidemment que nous sommes tous, je crois pouvoir le dire, que nous sommes tous plus ou moins anglophiles. Et pas seulement en France. C'est un crève-cœur pour vous, cette Mais journée? Écoutez, je vais vous dire, depuis 15 jours, et ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Les gens n'arrêtent pas de pleurer au Parlement européen. Alors évidemment, ceux qui pleurent le plus, et c'était assez déchirant, c'est les députés britanniques qui parlent. Je ne parle pas des Brexiteurs, évidemment, mais dans mon groupe, par exemple, il y a les députés du Parti libéral-démocrate. Des gens profondément européens. Ce sont les plus européens de tous les Britanniques. Et ces députés libéraux-démocrates qui sont des gens formidables, mais vraiment formidables. Depuis que je suis au Parlement, j'ai travaillé prioritairement avec les libéraux-démocrates sur beaucoup de dossiers. Et vraiment, nous convergions tout le temps, et notamment sur la défense de l'état de droit et des droits de l'homme partout dans le monde. Dans la presse, il y avait The Independent qui disait et si on revenait un jour dans l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a une partie des Britanniques qui n'arrivent pas à se résoudre, qui imaginent déjà le jour du Brexit un retour. Je vais vous livrer un petit scoop. Nous discutions dans le groupe Renew, auquel nous appartenons, nous les députés français de la majorité présidentielle, nous disions qu'est-ce qu'on fait le jour où on vote. Alors d'abord, j'ai commencé par dire, écoutez, moi, vous savez, je suis désolé, mais moi je ne pourrais pas dire oui au traité entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne organisant le Brexit. Je ne peux pas dire oui, parce que je pense fondamentalement que le Brexit est une catastrophe. Vous n'avez pas voté ? Je me suis abstenu. Je me suis abstenu, je ne pouvais pas voter oui. Je ne pouvais pas non plus voter non, parce que non, c'était le Brexit pur immédiat. C'était bloqué, donc ça je ne pouvais pas. Donc on sent chez vous que vous avez le sentiment d'un immense gâchis. Ah mais écoutez, absolu. Et puis pour l'Union européenne, évidemment aussi, sauf que, en ce moment, et non pas grâce au Brexit, mais grâce, si j'ose dire, à M. Trump, un consensus est en train de se faire, non seulement au Parlement européen, mais aussi à la Commission et aussi au Conseil, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement, autour de 3 idées qui, hier, étaient
uniquement française et un repoussoir pour tous nos autres partenaires sans exception. Et ces 3 idées, c'est la défense commune, c'est évidemment les investissements communs dans les industries d'avenir et c'est évidemment l'affirmation de l'Europe sur la scène internationale. Alors on va y venir sur la suite, sur l'avenir et comment peut-être le Brexit peut être un sursaut pour l'Europe. Restons un peu sur l'émotion parce que des larmes, vous en avez déjà versé avant même cette journée fatidique du vote de mercredi et minuit ce soir, Alex Taylor. À quoi vous pensez, vous, le Britannique qui a voulu être français, à cause de ça, à cause du Brexit? Je pense en fait à mon père. Pourquoi est-ce que je suis si profondément pro-européen? C'est parce que mon père a eu des médailles dans la Seconde Guerre mondiale. Et en dépit, ou peut-être à cause de ce qu'il avait vu dans ce continent, dès que son fils avait 10 ans, il a tenu à me montrer ce formidable continent. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on faisait des tours de camping avec une tente partout pour que je voie l'Europe. Et je suis devenu profondément européen. Pourquoi? Parce que aussi, on l'oublie souvent maintenant, mais moi j'avais 15 ans quand mon pays rentrait dans le marché commun. La Grande-Bretagne, c'était l'homme malade de l'Europe. On avait une crise économique, il y avait l'électricité pendant 3 jours seulement pour la grève des mineurs. L'Europe, pour nous, c'est pour ça qu'ils ont passé 10 ans à frapper à la porte. Général de Gaulle a dit non à plusieurs reprises. Et pour nous, moi je me souviens des séjours linguistiques. L'Europe, c'est pour ça que c'est une question d'identité pour moi. Moi, le Commonwealth, moi je m'en fous. Mais l'Europe, c'était les séjours linguistiques, c'était le concours Eurovision de la chanson, c'était Alex, l'espoir. vous avez le drapeau français plutôt que je l'arbore depuis ce matin parce que je suis très fier d'être devenu français, mais tout simplement fier d'être resté ce que je suis profondément. Est-ce que le Brexit m'a arraché de force? Je n'avais même pas le droit de vote dans ce référendum. Et mes compatriotes, j'ai envie de dire mes ex-compatriotes, mais toujours parce que j'ai la double nationalité, mais quelque part, je ne leur pardonne pas parce qu'ils m'ont arraché à moi et à la moitié. Il ne faut jamais oublier que la moitié, si ce n'est plus, selon les derniers sondages, des Britanniques ce soir, vont pas être là à être filmés comme tous les gens qu'on va voir dans les médias parce que c'était des géniques autour de Churchill et Big Ben agitant des drapeaux, etc. Il y a une bonne moitié des Britanniques qui vont rester chez eux comme moi et vont pas regarder tout ça. C'est incroyable parce que ne pas pardonner, c'est un mot très très fort. Il y a quand même un peu de soulagement dans la population britannique. Ça a duré tellement longtemps. C'est un soulagement que c'est une forme de délivrance malgré tout. Alors que ça ne fait que quand c'est commencé. Moi je répète. Non, si je peux me permettre, ce qu'il a dit, c'est que c'est pas du tout le Brexit qui ne fait que commencer, c'est l'avenir de la Grande-Bretagne qui ne fait que commencer. Alors je vous donne la parole tout de suite, dans un instant, mais je voudrais d'abord vous montrer ce reportage. On a suivi les derniers jours des députés britanniques au Parlement européen, les Brexiteurs comme les Remainers. Regardez, c'est signé Clément Perrault, reportage. Une journée historique s'ouvre au Parlement européen. Dans quelques heures, les eurodéputés vont voter l'accord de retrait du Royaume-Uni. Les stars du jour, ce sont eux, les élus du Brexit Party de Nigel Farage. Hello, Martin. Bonjour Martine. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Oh, c'est le grand jour aujourd'hui. Oui, le grand jour, le jour où nous sortons de l'Europe, le dernier compte à rebours. Je suis tellement impatient. Oui, moi aussi. On a le vote cet après-midi. Élus depuis 6 mois, ils n'ont jamais vraiment investi les lieux. Toutes mes affaires, les voilà. J'ai ça, mon ordinateur et quelques paperasses. Et c'est tout. Je n'ai jamais fait de cet endroit ma maison, car je n'ai jamais voulu qu'il soit ma maison. So, off we go. Allez, c'est l'heure de partir. This is my last session, George. C'est ma dernière session. De l'autre côté du bâtiment, Chris Davis, lui, part pour l'hémicycle comme on part à l'abattoir. Élu depuis 1999, europhile convaincu, il est dévasté par la perspective du Brexit. Ça me brise le cœur. Mon pays ne devrait pas quitter l'Union européenne. Nous devrions rester ici pour préparer l'avenir. Nous devrions essayer d'être des décideurs, pas des déserteurs. Pour l'eurodéputé, l'amertume s'ajoute à la tristesse. Je suis en colère contre Boris Johnson et Nigel Farage. Ces gens-là sont des démolisseurs. Ils nous empêchent de construire l'Europe et de travailler tous ensemble. Ils démolissent tout. Démolir, c'est facile, mais construire, c'est beaucoup plus difficile. Dans l'hémicycle, les eurodéputés votent. Sans surprise, l'accord est ratifié.
L'instant est solennel, de nombreux élus se lèvent et entonnent un chant britannique. Chris Davis vit ses derniers moments dans l'hémicycle. Au même instant, à quelques sièges de là, les Brexiteurs quittent les lieux en agitant l'Union Jack. Victoire! C'est une émotion pleine de joie. Mon cœur est plein de joie parce que nous partons. À Bruxelles, le divorce est acté. Le Royaume-Uni ne siège plus au Parlement européen. Robert Frank, 47 ans d'histoire commune, c'est pas rien. 47 ans d'histoire parfois tumultueuse. Tout à l'heure, Bernard Guetta disait la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est l'Europe. Vous êtes, vous, l'historien surpris de la fin de l'histoire, cette séparation-là? Surpris forcément, parce qu'il y a quand même eu une accélération, si vous voulez, des événements. Mais ça fait pas 47 ans, ça fait 300 ans, c'est plusieurs siècles. Hein. Comme le disait Bernard Guetta, la Grande-Bretagne et l'Europe, c'est lié. Je crois qu'on fait souvent plusieurs erreurs. Ça restera lié. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Historiquement, l'amitié entre les pays. Il y a une chose qu'on oublie. Les rendez-vous de l'histoire. Il y a une chose qu'on oublie et que les Britanniques eux-mêmes oublient. Les Britanniques sont beaucoup plus européens qu'on ne le croit. Les Britanniques sont beaucoup plus européens qu'ils ne le croient. Alors bien sûr, ce sont des Britanniques à part. Ils se sentent à part. Ils se sentent à part. Même ceux qui ont voté Remain se sentent à part. Bien sûr, ceux qui ont voté Brexit se sentent très à part. C'est la différence. Alors, cela étant, il faut bien comprendre que les Britanniques et l'Europe, depuis 300 ans, ils ont toujours la même tension, si vous voulez. Une sorte de tension entre une volonté d'indépendance et une certaine idée de la grandeur. Ce qui fait que même avant la construction européenne, dans ce qu'on appelait le concert européen, que les Britanniques ont inventé au Congrès de Vienne en 1815, ou le système européen, les Britanniques avaient la même attitude. C'est-à-dire, quand ils sont dedans, leur volonté d'indépendance font qu'ils ont plutôt envie de regarder vers la porte de sortie. Et quand ils sont dehors, ils ont très peur d'être marginalisés et de perdre leur grandeur. C'est schizophrène. Parce qu'ils ont besoin de cette Europe pour la grandeur. Et au fond, lorsque la construction européenne a commencé après la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu le même scénario, d'où ces cycles. Alors, c'est vrai que la victoire de Boris Johnson est énorme. La défaite des Remainers le 12 décembre 2019, du moins en apparence, est cuisante. Hein. Donc le cycle, quand est-ce qu'ils vont revenir? Parce qu'à mon avis, ils vont revenir. Ils vont revenir, vous pensez? C'est peut-être dans un siècle, c'est peut-être dans 50 ans, j'en sais rien. C'est dans 25 ans. On peut prendre les paris, 25 ans, un siècle? Non. Quand je dis un siècle, ça veut plutôt ne pas oublier que cette victoire énorme de Boris Johnson, et on va parler tout à l'heure peut-être de son talent et de la façon dont il fera négocier avec lui à partir du mois de mars, il y a malgré tout 53% des Britanniques qui ont voté pour des partis contre le Brexit. Et voilà. Les sondages semblent montrer. Alors, bien sûr, une campagne électorale, ça ne veut rien dire, mais voilà, etc. Ceux qui avaient le droit de voter. Votre émotion, bon, c'est l'émotion de 48%, 50%, 52% des Britanniques, j'en sais rien. Mais c'est l'émotion de tout un peuple. Le peuple écossais. Et justement, le Auld Lang Syne, c'est Robert Burns, 1788, un poète écossais, pré-romantique qui l'a... Donc, si vous voulez... Le peuple écossais qui, je le rappelle, a voté Remain et exactement, qui déjà commence à rêver d'indépendance. À 62%. Donc, je termine juste là-dessus, c'est qu'au fond, l'Union européenne est moins affaiblie que l'Union britannique. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça va jouer dans les négociations qui vont venir. Ça va jouer dans... Vous avez forcément vu la une de l'Express qui titre « La vraie victime du Brexit, c'est l'Europe ». C'est pas l'idée même de l'Europe qui en prend un sacré coup aujourd'hui, franchement. C'est vrai qu'avec ce Brexit, aujourd'hui, là, qui se réalise, il y a un sentiment de fragilité. Tout d'un coup, on se dit, on croyait l'Europe éternelle. Et c'est vrai qu'il y a une ligne de faille. Et pour revenir simplement sur l'émotion, c'est vrai qu'il y a tout le parcours historique, il y a tout ce qu'on a construit ensemble, et vous avez raison de revenir sur les siècles qui nous précèdent. Et puis, il y a la réalité de quelque chose de très humain, d'une démocratie. On parle du Parlement européen, bien sûr, mais c'est aussi une démocratie sur le terrain. C'est-à-dire que quand on pense que, en fait, la concrétisation de ce Brexit entre aujourd'hui et demain, c'est la perte de la citoyenneté européenne, c'est-à-dire qu'on a des conseillers britanniques qui ne pourront pas se présenter aux élections municipales dans quelques jours.
Ça va très loin. 730 quelques élus dans les conseils municipaux qui sont britanniques et donc qui, en tant qu'Européens, avaient le droit de... Mais ça va très loin, parce que ça, c'est de la vie politique de terrain, c'est de l'intégration, et on sait bien, c'est des familles. Ça veut dire qu'on a réussi à aller quand même très très loin dans l'intégration de nos sociétés. Je voudrais aller avec vous sur la question de ce qui va se passer maintenant, parce que Stéphane l'a dit, voilà, pour l'instant, à part ces députés britanniques, les fonctionnaires britanniques aussi qui travaillent dans le cadre des institutions européennes, ils rentrent au bercail, si j'ose dire. Mais maintenant, une négociation commence. Sur quoi précisément? On a l'impression que Boris Johnson est très clair. Il veut obtenir le maximum en donnant le moins possible. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Oui, mais j'ai envie de dire les Européens aussi. Et là, la position de Bruxelles, elle est très claire. Elle est ferme, elle est coopérative. Et depuis le début, ça a été de dire on est ouvert pour avoir une relation qui reste la plus étroite possible. Mais elle est très très ferme. C'était ferme sur l'indivisibilité des 4 libertés pendant la période de retrait. Maintenant, quand vous regardez tout ce qui est... Circulation des personnes, des services, des capitaux, et des marchandises. Et des biens. Et quand vous voyez maintenant tout ce que la Commission européenne a mis sur la table, il y a un mot-clé, c'est concurrence loyale, level playing field. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les normes techniques, parce qu'évidemment, tout ce qu'on apporte sur le marché européen, il faut que ça respecte les normes techniques. C'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout ce qu'on a construit à l'échelle du marché unique, c'est toutes nos préférences collectives en matière environnementale. Si on insiste sur la loyauté, ça veut autres. dire qu'on soupçonne Boris Johnson de ne pas vouloir être très loyal, peut-être? Là, on sait très bien que pour Boris Johnson, la question... Quel est son agenda, lui, dans la négociation? Diverger ou ne pas diverger. Il peut pas être sa solution. Alex Taylor. Il ne faut pas oublier, avec Boris Johnson, il y a une seule réponse à tout. Vous demandez tous quelle est l'idée, quelle est l'ambition de Boris Johnson. C'est très clair. Boris Johnson. Donc, c'est la seule chose que je pense. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a parlé contre le Brexit il y a 6-7 ans. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez l'entendre dire pique-pendre de l'idée d'un Brexit. Mais donc, quand vous dites Boris Johnson, c'est son intérêt propre qui le guide, c'est un pragmatique ou c'est quelqu'un qui veut absolument revenir à la grandeur, tourner vers les États-Unis? C'est quelqu'un qui veut être populaire. C'est quelqu'un qui, avant tout, tient à être populaire et à prendre des décisions. C'est pour ça que je pense que c'est démêlé cette semaine avec Trump, avec les États-Unis. Le fait qu'il ait choisi Huawei contre l'avis de Trump, ça me laisse plutôt optimiste sur le fait qu'en fait, il va choisir avec l'Europe la solution. Donc, qui tourne vers la Chine, ça serait peut-être positif? Non, mais non. Je pense qu'il va choisir l'option avec le moins de soucis pour sa popularité. C'est-à-dire, s'il opte pour un grand deal avec les États-Unis, ça veut dire quand même beaucoup de chômage, beaucoup d'incertitude pour le business britannique. S'il reste dans un statu quo plus ou moins avec zéro tarif avec l'Union européenne, ça lui adoucit. C'est pour ça qu'il voulait dire get Brexit done. Il veut plus qu'on parle du Brexit parce que quelque part, le Brexit, ça l'emmerde. Qui a le plus à perdre dans la négociation, franchement, Bernard Guetta? Qui est en position de force? Écoutez, les Britanniques sont 60 et quelques millions de personnes. L'Europe, c'est 450 ou 60... Le reste de l'Europe, pardonnez-moi, c'est 450 ou 460 millions, je ne sais plus exactement, de citoyens. Alors, évidemment que c'est les Britanniques. Il y a un rapport de force. Mais pour en revenir à votre question initiale, ce qui est le plus frappant, c'est que depuis 1 mois et demi à peu près, depuis l'élection de Boris Johnson en vérité, jamais la Grande-Bretagne n'a été sur les grands dossiers diplomatiques aussi proche des grandes capitales européennes qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne fait front avec les capitales européennes, le Parlement, la Commission, le Conseil, contre qui ? Contre M. Trump et contre les États-Unis. C'est vrai sur l'Iran, c'est vrai sur les questions des relations commerciales avec la Chine, c'est vrai sur la Libye, c'est vrai sur tous les grands... Mais quand on le dit fasciné par Donald Trump, Boris Johnson, alors mais c'est très simple, c'est vrai sur la personne, mais pas la politique. Mais ce n'est même pas ça. Ce sont les intérêts d'État, ce sont les intérêts vitaux de la Grande-Bretagne. Et les diplomates et les hommes politiques britanniques ne sont pas aveugles. Ils savent très bien que M. Trump mène le monde dans le mur aujourd'hui. Le mur, c'est peut-être un mot trop doux d'ailleurs, mais enfin bon, bref. Et que la raison se trouve aujourd'hui dans les capitales européennes. Eh bien, Londres nous rejoint tous. Alors, pardonnez-moi de le dire, mais la une de l'Express, là, j'ai rarement vu une telle sottise. Robert Frank.
Oui, je crois que pour comprendre Boris Johnson, il faut comprendre aussi comment il a gagné. Il y a deux Grande-Bretagne, deux Royaume-Uni. Il y a un clivage énorme. Hein, et le clivage, je crois que la Grande-Bretagne n'a jamais connu un clivage aussi fort que depuis Cromwell. Hein, donc vous voyez, c'est l'affaire Dreyfus. Voilà, c'est l'équivalent. Bon. Cela étant, il y a dans chaque camp des nuances. Il y a les soft Brexiters et les hard. Il y a les soft Remainers et les hard. Et le génie de Boris Johnson, c'est d'avoir eu une image de hard Brexiter, d'avoir signé un soft Brexit. Et comme il a l'image des hard Brexiters, ce que n'avait pas Theresa May, il l'a fait passer. Et comme de l'autre côté, les soft Remainers sont assez, on ne veut plus en parler, ils ont lâché. Je ne dis pas que ça a eu la majorité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une habileté politique indéniable. Donc cette habileté politique, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il va être aussi très habile. Parce qu'il ne peut pas contenter tout le monde. Comme un journaliste l'a dit, il faut bien qu'il trahisse quelqu'un. Est-ce qu'il va trahir ceux qui sont ultra-libéraux, comme lui? Global Britain, mais dans ce cas, c'est complètement contraire à tous ceux qui ont voté pour lui dans le nord de l'Angleterre. Hein. Donc il a besoin du libre-échange. Il a absolument besoin du libre-échange. Est-ce qu'il va le trahir ceux qui attendent des réformes plus sociales? Il ne peut pas avoir libre-échange et en même temps, il peut pas avoir libre-échange et en même temps franchise fiscale, etc. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il a intérêt à avoir quelque chose de plutôt soft pour avoir son libre-échange, pour que l'Écosse ne s'en aille pas, dire à son électorat, mais non, vous inquiétez pas, on fera un Global Britain, mais ça ne sera pas dans l'accord. Et une fois l'accord signé, il fera ce qu'il veut. Donc il ne va pas trahir les soft Brexiters, il ne va pas trahir les hard Brexiters, il peut très bien trahir le traité lui-même. Or, oui, il peut très bien ne pas appliquer. C'est-à-dire, pourquoi pas essayer d'avoir des ports francs, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Europe pourra répondre? C'est là le piège dans lequel on peut... C'est-à-dire qu'il s'apprête à signer un accord dont on sait déjà qu'il n'a pas l'intention de le respecter. Alors, de l'armoire, là. Il a déjà fait ça. Il va recommencer. Attendez une seconde. Réfléchissons sur la règle de l'unanimité. Là, il a besoin de la règle de l'unanimité. Si l'Europe est unie contre lui, c'est mauvais contre lui. Mais si l'Europe est désunie, c'est encore pire pour lui. Puisqu'il faut l'unanimité. Mais une fois qu'il a l'unanimité sur le libre-échange qu'il veut, après, si l'Europe dit, tiens, il a trahi, donc on prend des sanctions. Eh oui, mais ça va être compliqué de prendre des sanctions. Alors, parce que là aussi, du coup, la règle de l'unanimité, cette fois, ça sera... Là, on est en train ça va affaiblir, si vous voulez. Voilà, d'options, de scénarii. On n'est pas dans la tête de Boris Johnson. En gros, est-ce qu'il peut gagner sur tous les tableaux ou pas? Non, il n'y a aucune raison. Il y a aucune raison. On est en rang serré côté européen. Et je dirais, quand on rentre dans une négociation, de toute façon, vous voyez, on campe ses positions. Et la force de l'Union européenne, c'est encore une fois un cadre juridique. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Il y a des éléments qui se négocient, mais il y a surtout le respect d'un certain nombre de principes juridiques et qui font que. On a vu d'ailleurs la fermeté aujourd'hui des trois nouveaux visages, Ursula von der Leyen, Charles Michel et M. Sassoli. Le message est très clair. Il n'est pas question d'ouvrir une négociation en notre défaveur, si je puis dire. Maintenant, ce qui risque de compliquer un peu les choses, c'est d'avoir un Boris Johnson qui joue l'ambiguïté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une position claire, comme on l'aimerait, que la semaine prochaine, ils nous disent voilà, on va aller vers tel degré de divergence, ou voilà ce qu'on recherche, et à partir de là, qu'on puisse construire quelque chose, il va jouer l'ambiguïté pour, en effet, ménager la chèvre et le chou, d'un côté et de l'autre, et pouvoir également, et de la même façon, il risque avec les États-Unis, de jouer un petit peu sur cette même ambiguïté. Mais il faut rappeler d'un mot peut-être la dépendance économique du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Europe. Elle est colossale. Elle est énorme. Elle est colossale. Quelques chiffres. C'est la moitié des importations. C'est la moitié des importations, mais surtout, importation-exportation. Surtout au-delà des importations de biens, l'économie britannique reposant à 80% sur les services et donc sur une proximité géographique, c'est pas quelque chose qu'on peut substituer rapidement vers le Commonwealth ou les États-Unis ou même la Chine. Et les services sont ce qu'il y a de plus difficile à négocier dans les accords commerciaux, il ne faut pas l'oublier. On va faire un gros plan et continuer à parler de ces négociations avec ce reportage toujours de Clément Perrault sur la pêche. C'est l'une des causes du vote pour le Brexit. Immense majorité des habitants des villes côtières en Angleterre ont voté pour la sortie. Ce qui est en cause, c'est évidemment les quotas de pêche et la négociation sur les eaux territoriales. Reportage dans l'est du pays. Regardez. Lowestoft est la ville la plus à l'est du Royaume-Uni. Son visage est celui d'une Angleterre grise, figée, bien loin des lumières de Londres et de Bruxelles. Ici, le Brexit a obtenu 63% des voix au référendum de 2016. Le port de pêche comptait 185 bateaux il y a 30 ans. Ils ne sont plus qu'une douzaine. Pour Stephen Martin,
le coupable est tout désigné. Rendez-nous nos eaux territoriales, donnez-nous plus de poissons. De toute façon, ils sont à nous après tout. Ils viennent de nos eaux, donc il faut en finir avec les quotas de pêche européens et faire remonter un peu les prix. Je ne connais pas un seul pêcheur qui ait voté contre le Brexit. J'imagine que si j'avais voté contre, je ne serais pas un vrai pêcheur. Le Brexit, bouée de secours d'une Angleterre qui se noie, c'est la vision de June Mummery, la propriétaire du marché aux poissons de Lowestoft. Au mois de mai, elle est devenue députée européenne pour le parti de Nigel Farage, le Brexit Party. Nous allons sortir de l'Union européenne et reprendre le contrôle de nos eaux et faire revivre toutes les villes côtières du Royaume-Uni. Ça va être très très bon pour nous, je le sens. Nous avons travaillé dur et maintenant, c'est notre moment. Notre mer est très précieuse. C'est l'une des plus poissonneuses au monde. Mais la politique de la pêche de Bruxelles a juste été un désastre pour nous. En 2016, notre Premier ministre de l'époque, David Cameron, a demandé à discuter avec eux pour arranger les choses. Mais ils ont répondu non. Les accords de pêche entre Royaume-Uni et Union européenne doivent encore être négociés. June Mummery nous montre le centre-ville de Lowestoft. Le spectacle n'est pas plus réjouissant que sur le port. Le supermarché du centre a fermé. Comment les commerces autour peuvent-ils s'en sortir? Ce magasin était là depuis des années. Fermé. Ici aussi, nous avions un grand centre commercial. Fermé. Le centre-ville se bat pour survivre. La principale raison à cela est le manque d'argent. Et c'est en cela que le Brexit est extrêmement important. Il va ramener une industrie qui nous a été volée, l'industrie de la pêche. Le Brexit sera-t-il la solution miracle pour cette Angleterre-là? À Lowestoft, un sentiment prédomine. Il n'y a aujourd'hui plus rien à perdre. Voilà, on entend les attentes des Brexiteurs qui vivent de cette pêche-là, cette bataille de la pêche. Mais qui va la gagner? Vous savez, pour moi, ce reportage, c'est vraiment un crève-cœur. Parce qu'on voit, en gros plan, toute l'illusion des gens qui ont voté pour le Brexit. Ils pensent que, en sortant de l'Union européenne, la Grande-Bretagne et donc leurs villes, leurs ports, etc., vont retrouver ou trouver une prospérité incroyable, etc. Mais on a envie de leur dire, mais malheureux, enfin, le poisson, vous l'industrialisez, vous le mettez en conserve, etc. Et vous le vendez où ? Vous le vendez où? Évidemment, sur le continent européen. Alors, vous allez fermer cette libre circulation des marchandises et vous croyez que vous allez retrouver la prospérité comme ça. Le drame, c'est qu'il n'y a pas un Brexit. Il y a au minimum 2 Brexit. Il y a le Brexit des gens qui veulent retrouver le mythe d'ailleurs d'une grandeur passée, parce que comme le disait tout à l'heure Alex, dans les années 50 et 60, la Grande-Bretagne était dans une crise économique extraordinairement profonde. Peu importe. Mais il y a cette idée d'un mythe. L'Europe a cassé une prospérité et on va la retrouver. Et puis il y a l'autre Brexit. Le Brexit des gens, des ultra-libéraux du Parti conservateur qui considèrent que Mme Thatcher n'avait pas terminé le boulot et qu'il faut continuer à déréguler tout. Pardon, la protection du travail, de l'environnement, absolument tout. Et comme le disait un conservateur polonais, un de mes amis au Parlement, il me disait, mais oui, si la Grande-Bretagne suit ces gens-là, ah oui, ce sera Singapour à Londres et le Bangladesh dans tout le reste de la Grande-Bretagne. Ah oui, cette idée-là, c'est ce Brexit, puisqu'il y a plusieurs... au fond, il y a des grands malentendus aussi au sein du pays sur ce qu'on met derrière le Brexit, mais ce Brexit version Thatcher, qu'il faudrait terminer le travail, ultra-libéral, de la City, qui au fond bénéficierait d'importations sans les normes européennes, j'imagine le bœuf aux hormones, la vache folle venue des États-Unis, avec cette idée d'un paradis fiscal aux portes de l'Europe. C'est possible ou pas ? Il me semble qu'il y a un grand fantasme autour du... Le Singapour sur la Tamise. Oui, parce qu'en fait, même, on se dit que c'est d'abord un paradis fiscal. C'est vrai qu'on voit la situation économique de Singapour est assez étonnante. Il ne faut pas oublier d'abord que c'est un régime très dirigiste quand on regarde dans le détail. Limite autoritaire. Limite complètement autoritaire.
Et par ailleurs, que même en termes de fiscalité d'entreprise, on est à 19% au Royaume-Uni, on est à 17% à Singapour. Je ne trouve pas que le différentiel soit colossal non plus, majeur. C'est vrai qu'il y a une sorte de projection, de fantasme, un petit peu, avec actuellement un pays divisé en deux entre les Brexiteurs et les Remainers, mais comme vous le dites, les Brexiteurs sont complètement divisés. Alors, je ne sais pas si vous alimentez ce fantasme, mais moi, quand j'entends dans vos conversations l'idée, une sorte de conviction qui apparaît que finalement, Boris Johnson est un très bon négociateur. Nous, on est un peu divisés, si on dit nous, pour les Européens, et que finalement, il a quand même, vous avez l'air de dire qu'il a de bonnes chances d'en tirer des avantages. C'est pas du tout ce qu'on dit. Alors, vraiment pas du tout. Il faut se méfier de lui, il faut pas avoir confiance et tout. Mais il faut effectivement être ferme. Il faut effectivement parce que là aussi il y a un autre piège. Il veut que tout soit fini avant le 31 décembre. Pour le pays. Mais moi, si je le crains. Comme l'enfer va être dans le détail. Lui, s'il veut finir avant, on aura un accord très flou. Et quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup. Hein, et le loup, c'est Boris Johnson. Donc, comme disait Martine Aubry. Donc, dernière question peut-être pour conclure, clôturer ce débat, je vous donnerai la parole, Alex Taylor. On a parlé dans le billet de Stéphane, d'une potentielle fragmentation de l'Europe. Tout le monde se dit ça. Si à long terme... De l'Europe ou du Royaume-Uni? Non, peut-être de l'Europe si ça marchait. Est-ce que vous croyez que ce scénario-là n'existe pas? Même l'extrême droite ne veut pas sortir. Ça n'existera pas. C'est une question, parce qu'on se dit, en gros, tout dépend d'une certaine façon de l'avenir de l'Europe. Monsieur Orban ne veut pas, en Hongrie ne veut pas sortir. Les Polonais, certainement pas. Et regardez Marine Le Pen, elle ne veut plus sortir de l'Union européenne. d'euro-enthousiasme qui ont monté. Marine Le Pen ne veut même pas sortir de l'euro. Absolument pas de l'euro. Donc le perdant, ce soir, à l'issue de ces débats, c'est le Royaume-Uni. Moi, je le crains. À moyen terme, et le Royaume-Uni qui n'existera pas. À mon avis, dans 5 ans, il n'y a pas l'Irlande du Nord, c'est réunifié, et puis dans 10 ans, il n'y a pas l'Écosse. Alors, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Allez. Tous les Britanniques le disent au Parlement européen. Absolument. On commence par la réunification de l'Irlande et ensuite l'Écosse s'en va. 5 ans, je ne sais pas s'ils ont raison, je ne sais pas si vous avez raison. Allez, on s'arrête là. Vers l'indépendance peut-être, ou le morcellement, la fragmentation du Royaume-Uni. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCP débattre de ce Brexit qui a lieu officiellement ce soir à minuit. Je vous propose pour terminer de ce débat, et afin que nos chroniqueurs puissent venir sur ce plateau, de regarder à nouveau cette séquence au Parlement européen. Voilà, très impressionnantes images, regardez. Des députés britanniques qui se tombent dans les bras de tristesse. Cette fois-ci, on peut y aller. Le bloc-notes, c'est parti. Et ils sont très nombreux ce soir, nos chroniqueurs. Bernard Guetta, je vais vous les présenter dans l'ordre. Elsa Mondin-Gava, bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous êtes journaliste à LCP, welcome back. Bienvenue à la petite Zélie, qui est née il y a 4 mois maintenant. Vous avez juste manqué le mouvement social de l'histoire, hein, mais vous allez vous rattraper parce que vous allez nous parler de la guérilla parlementaire contre la réforme des retraites qui se prépare à l'Assemblée nationale. Géraldine Wössner du Point, qui est journaliste politique d'investigation, qui va pousser un gros coup de gueule ce soir sur un amendement discuté hier à l'Assemblée nationale. Camille Vigogne-Lecoat, je commence par les femmes, messieurs, en bleu Michou, et qui va nous raconter au fond les relations entre Michou, hein, cet homme, cet oiseau de nuit, avec les politiques. Michou, d'ailleurs, dont les obsèques ont lieu aujourd'hui. Bertrand Dical, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous faire chanter, j'espère. Sur l'actualité, on va parler de gars. Enfin, mon cher Camille, j'espère que vous nous avez préparé des petites surprises. Oui. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Alors, on commence avec Elsa. Elsa, on commence avec un chiffre, 22 159. Exactement, Myriam, 22 159. Eh bien, c'est le nombre colossal d'amendements déposés pour la réforme des retraites. Son examen commence à l'Assemblée en commission lundi. À titre de comparaison, la loi Macron, c'est 3 000 amendements. Le mariage pour tous, c'est 5 000 amendements. Et en plus, ici, il s'agit des amendements déposés en commission, pas en séance publique. Donc, il y en aura plus encore. Sûrement.
On n'espère pas, mais on verra. On est loin du record ici à l'Assemblée. C'était 137 665. C'était en 2006 pour la privatisation de GDF. Attention, ce chiffre de 22 159, il peut encore gonfler pendant le week-end puisqu'il n'y a pas encore les amendements des rapporteurs et du gouvernement. Donc c'est une vraie guérilla pour retarder au maximum le texte, de l'obstruction et faire capoter le calendrier de ce gouvernement qui veut faire adopter cette réforme avant l'été. Alors tous ces amendements qui sont les signataires, principalement la France Insoumise ? Exactement, 19 713 amendements, c'est-à-dire 90% ont été déposés par le groupe de Jean-Luc Mélenchon. Regardez ces images que nous avons tournées à l'Assemblée hier. Eh bien, ce sont les collaborateurs du groupe. Ils ont passé la journée à déposer les amendements sur le logiciel de l'Assemblée. C'est simple, ils ont proposé la suppression des 65 articles du projet de loi et dans les articles, la suppression de chaque alinéa. On multiplie tout ça par les 17 membres du groupe et on arrive à des milliers d'amendements. Alors, face à ce déferlement, ça va évidemment rallonger les débats. Même si on siège le week-end, ça va être difficile de tenir le calendrier. Dans la majorité, on essaye de garder son calme, on prend acte, on dit qu'on va respecter le débat démocratique, mais on s'agace quand même de cette stratégie. Olivier Véran, qui est le rapporteur du projet de loi organique, dénonce un zadisme législatif. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il assume de l'obstruction, il en fait, c'est la grève du zèle. Le zadisme législatif, ça lui va bien, il prend l'expression au pied de la lettre, puisqu'il dit souhaiter à la réforme des retraites le même avenir que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, son abandon pur et simple. Vous avez un regard comment sur cette bataille parlementaire à l'Assemblée? Ça se passe comme ça au Parlement européen? Non, écoutez, moi, j'ai pas encore vu ça. Peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. Mais c'est de bonne guerre. Ce sont les droits de l'opposition? C'est les droits, oui, bien sûr. Est-ce que c'est de bonne guerre? Non, parce que c'est pas très intelligent, parce que c'est pas sur le fond, parce que c'est pas un vrai débat, c'est de la guérilla, c'est autre chose, c'est un autre art. Mais au Parlement européen, il y a aussi des batailles d'amendements, mais véritablement de fond. Alors là, il y a vraiment de vrais débats très importants à propos d'un amendement de 4 lignes, et on se bat. C'est vrai, c'est des vraies batailles politiques. Mais vous savez, au Parlement européen, moi j'y suis depuis septembre seulement, le niveau est vraiment impressionnant. Le niveau est vraiment impressionnant. Moi, je suis dans mes petits souliers parce que... Mais oui. Vous apprenez. Oui, j'apprends. Véritablement, j'apprends dans un dépassement à la fois des frontières nationales et des frontières politiques, parce qu'il y a énormément de collaboration entre les différents courants, des différents grands courants et une culture du compromis qu'il n'y a pas forcément à l'Assemblée nationale. Géraldine, c'est à vous. Vous allez nous parler d'une proposition de loi et d'un débat qui a eu lieu hier à l'Assemblée, qui a énormément suscité de réactions, de polémiques. Il s'agissait d'une proposition de loi destinée à allonger le congé pour deuil d'un enfant de 5 à 12 jours. Elle a été rejetée par les députés. Oui, sur un sujet aussi douloureux, vous imaginez l'émotion dans l'hémicycle. Le député du Nord, l'UDI, Guy Bricout, voulait porter à 12 jours ce congé légal qu'on peut prendre quand son enfant décède. Aujourd'hui, c'est 5 jours, c'est peu, mais le gouvernement s'y est opposé. Écoutez. Franchement, je vous le dis, mes chers collègues, je vous le dis, Madame la Ministre, je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France Insoumise, et il n'y aurait pas de Républicains, et il n'y aurait pas de Modem, et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Je me permets... S'il vous plaît, on vous a écouté, on a écouté chacun. Alors, on peut tomber facilement dans la caricature. Évidemment, on n'y a pas échappé. Le gouvernement, il dit quoi? Il dit, vous voulez que les entreprises financent ce congé supplémentaire? C'est pas leur rôle, donc... Non, à la place, on propose que le congé, il reste à 5 jours, mais derrière, on va pouvoir coller ses vacances, ses RTT. Au besoin, RTT donnés par les collègues, on va encourager cette belle solidarité au sein des entreprises. Et c'est finalement cette version gouvernementale qui a été votée. Alors, c'est peu dire que cette version... elle est moins disante. Et ça montre à quel point la majorité est hors sol sur certains sujets. Parce que les dons de RTT, les congés,
ça marche dans les très grandes entreprises, mais 8 millions de Français travaillent dans des boîtes de moins de 50 salariés. Ils sont près de 3 millions dans les TPE 10 salariés. Et leur congé, c'est les 5 semaines légales. Il n'y a pas ou quasiment pas de RTT. Ils prennent en moyenne 27 jours de congé par an, seulement 21 jours s'ils sont en CDD. On est très loin quand même de la situation des fonctionnaires, 40 jours, ou des cadres des grosses boîtes, 33 jours, c'est sans doute plus familier ça de nos députés. Alors, quel serait le coût ? Il y aurait un coût pour les entreprises ? Oui, il y aurait un coût, mais un coût modeste, en prenant la même indemnité que touchent les 400 000 papas qui prennent leur congé de 11 jours quand l'enfant naît tous les ans, ça coûterait 630 € par employeur, c'est 7 jours supplémentaires, sachant que c'est quand même rarissime le deuil d'un enfant. Il ne concerne, et c'est heureux, qu'environ 4 500 familles chaque année. Donc le gouvernement, en creux, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit finalement aujourd'hui, les médecins accordent des congés, des arrêts maladie. C'est très bien comme ça, inutile de changer. Et c'est là, finalement, qu'est l'erreur, mais incompréhensible de cet exécutif, l'erreur politique. Les députés, c'est l'article 40 de la Constitution, ils ne peuvent pas créer une nouvelle dépense qui ne serait pas compensée. Cette nouvelle dépense, là, on parle quand même d'une dépense de 2 millions d'euros. Donc le gouvernement, il aurait pu, s'il l'avait voulu, amender ce texte pour faire porter le coût de l'extension de ce congé, non pas aux entreprises, mais à la solidarité nationale. Ça aurait d'ailleurs permis, accessoirement, que les artisans, les indépendants puissent en bénéficier aussi. Il se serait épargné quand même un scandale public. L'incompréhension est telle d'ailleurs aujourd'hui que même le MEDEF ce soir a appelé à ce que la loi soit revotée. Alors cette loi, elle va maintenant arriver au Sénat. Je peux vous parier, je prends les paris, qu'elle sera réécrite. Oui, il faut qu'elle soit réécrite. Ça vous... moi, je prends le pari aussi qu'elle sera... Il faut revenir là-dessus. Je prends le pari aussi qu'elle sera réécrite, cette loi, parce que on entend pourquoi. Mais vous entendant, je me disais une chose quand même, c'est que les pays de l'Union européenne, je dis l'Union européenne, chacun des pays de l'Union européenne, ce sont des bastions, véritablement, à l'échelle mondiale, des bastions de la protection sociale et du bien-être social. Et la France, particulièrement dans l'Union européenne, est l'un des pays qui a le système de protection sociale le plus développé. Certes. Pas toujours, parce que là-dessus, les Britanniques ont un congé de 15 jours. Les congés parentaux, on n'est pas les meilleurs. Mon Dieu, les Britanniques, mon Dieu, mais échangez tout de suite le système de protection sociale britannique contre le français. Vous n'aurez plus Dieu pour pleurer, mais vous n'aurez plus Dieu pour pleurer. Allez, on enchaîne, parce que sinon, ils n'auront pas le temps de vous soumettre leur chronique, Bernard Guetta, le bleu Michou de Camille. Vous l'avez rencontré, Michou ? Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré il y a 5 ans déjà. À l'époque, je préparais un livre sur Alain Juppé et j'avais découvert avec surprise que Michou et Alain Juppé étaient de bons amis. D'ailleurs, Alain Juppé était présent ce matin aux funérailles de Michou. Ils s'étaient rencontrés quand Alain Juppé était candidat au municipal à Paris dans le 18e. Oui, c'était avant Bordeaux, en 1983. C'est produit chez Michou, d'ailleurs. Ça, c'est pas dit. Mais Michou m'avait ouvert ses portes pour me raconter tout ça, servi un verre de champagne et c'est là que tout a commencé. Alors Michou, il y a le patron de cabaret, l'ami des stars, et les politiques alors. Oui, parce que quand on entre dans son cabaret, il y a un grand mur, un grand couloir tapissé de rouge avec plein de photos en noir et blanc, en couleur, avec Michou et des stars. Michou et Dalida, Michou et Alain Delon, et aussi Michou et des politiques. Et c'est cette histoire que j'avais voulu raconter, ce Michou politique, dans le magazine du Monde il y a 1 an. Il y a d'abord tous ses amis parisiens, dont 2 anciens maires, évidemment, Jacques Chirac, qui l'aimait beaucoup, il l'avait décoré avec la Légion d'honneur. Il y avait aussi, surtout, Bernadette Chirac. Ils partageaient le même coiffeur, le coiffeur des stars, Alexandre de Paris. Regardez, ça se voit. Ça saute aux yeux d'un coup. Non, mais il y a mais là, d'un coup, mais oui, bon sang, c'est bien sûr. Il y a une petite ressemblance dans le carré blond immuable. Il y avait aussi Bertrand Delanoë, un des seuls hommes de gauche qui l'appréciait. Ils avaient passé des soirées dantesques, m'a-t-il dit, à Saint-Tropez. Et plus récemment, le député du 18e arrondissement actuel, Pierre-Yves Bournazel, qui rêve parfois lui aussi à voix haute de la mairie de Paris. Aux législatives, Michou répétait à tout le monde « Vous voulez me faire plaisir ? Votez pour le petit Bournazel, s'il vous plaît. » Alors Michou, il aimait surtout les grandes gueules, il aimait Bernard Tapie, il aimait aussi Jean-Marie Le Pen. La seule qu'il n'aimait pas, je vous le demande,
Eh bien, c'était Anne Hidalgo qui en 20 ans de vie parisienne n'avait jamais mis de vie politique parisienne n'avait jamais mis les pieds dans son cabaret, et ça il ne lui pardonnait pas. Ah, alors comment vous l'expliquez, vous, ce lien de Michou aux politiques? Qu'est-ce qu'il recherchait à les côtoyer? Ça avait un vrai intérêt de traiter, si j'ose dire, Michou pour les hommes politiques parisiens et français. Alors déjà, il connaissait tout le monde, c'était un emblème. Il aimait lui-même se décrire comme le dernier dinosaure de la butte Montmartre. Il avait vu Paris se métamorphoser. Et électoralement, c'était un vrai relais, ça on le sait moins, auprès des personnes âgées, parce qu'il y avait Michou, le cabaretier, et il y avait Michou... Quand on est en campagne, c'est utile. Tout à fait. Et il y avait Michou, le généreux, qui invitait... Bienfaiteur du quartier. Voilà, qui invitait une fois par mois les personnes âgées isolées à déjeuner dans son cabaret. Il leur faisait un déjeuner spécial auquel j'ai pu assister il y a un an, avec un spectacle qui leur était dédié. Et les petites mamies du 18e étaient très très touchées, l'appréciaient beaucoup. C'était un hommage à sa propre grand-mère, une amiénoise analphabète qu'il avait élevée, pour laquelle il avait... On apprend beaucoup de choses. Pour laquelle il avait beaucoup d'affection. On continue à chanter, cabaret, pas cabaret aujourd'hui. En tout cas, ce qui vous a inspiré dans l'actualité, Bertrand, ce sont les gares parisiennes. Ben oui, c'est quand même assez tentant, parce que coup sur coup, il y a 2 candidats issus de La République En Marche à la mairie de Paris qui ont voulu faire un sort à 2 gares parisiennes. Alors, la proposition la plus spectaculaire, la plus farfelue, on l'a beaucoup dit aussi, c'est la proposition de Benjamin Griveaux, qui est de raser la gare de l'Est pour en faire un grand parc. Alors, je n'ai pas parlé du fond de cette idée, je vais pas être cruel, mais il y a quand même un curieux décalage entre cette proposition et la mythologie parisienne de la gare de l'Est, telle qu'elle est utilisée par la chanson. Alors, la gare de l'Est, c'est bien sûr la gare des soldats de 1914, c'est la gare des conscrits français qui partaient pendant des générations dans les troupes françaises en Allemagne, mais c'est aussi la gare des ruptures, parce qu'on n'y peut rien. C'est comme ça. Gare de l'Est, on se quitte. Écoutez. Gare de l'Est, je t'aime plus, je reste. Quand ce maudit convoi va démarrer, c'est là nos voix vont se séparer. Ça, c'est Alain Chamfort. Vous avez reconnu Bernard Guetta. Un mot, juste avant de vous laisser la parole. Vous soutenez votre candidat Benjamin Griveaux. Mais qu'est-ce qui... Mais pourquoi c'est mon candidat? Parce que vous êtes en marche. Vous Pas êtes du en tout. marche. Je ne suis pas en marche. Vous n'avez pas votre carte. Mais pas du tout. Je n'ai pas adhéré au parti En Marche. Vous êtes dans la majorité Je suis dans la majorité présidentielle. Donc, sur les questions européennes. Elle est comment, cette idée? La gare de l'Est, Central Park. Écoutez, la gare de l'Est, hein. c'est là où je prends mon train pour Strasbourg, le Parlement européen. On sent que vous aimez bien prendre le train. Allez, on continue. Après Alain Chamfort. Alors, Alain Chamfort raconte donc une rupture sur gare de l'Est. Il faudrait quand même imaginer qu'on détruise ce sublime décor de tant de magnifiques ruptures romantiques par une pelouse. Franchement, quel gâchis. Cédric Villani n'a pas beaucoup fait mieux. Lui, il ne veut pas raser la gare du Nord, mais il veut simplement arrêter le trafic international de la gare du Nord avant le périphérique, à la future gare de Pleyel, à Saint-Denis. Or, la mythologie de la gare du Nord... c'est justement les trains qui viennent de très loin, les trains qui viennent de Scandinavie. Figurez-vous qu'il y a une amie qui m'a parlé d'une chanson pour enfants qu'elle a apprise dans une école primaire du 10e arrondissement, pas loin de la gare du Nord. Et elle m'a dit, c'est une chanson qui parle du train du pôle. Tu peux me retrouver ça? Ça, j'ai eu du mal, mais je l'ai retrouvé. Bravo. Arrive le train d'Helsinki, ses wagons glissent sur des skis. L'hiver est ici. Quand arrive le train du pôle, les flocons frôlent tes épaules. L'hiver est si drôle en passant par la gare du Nord. Attention, le vent souffle. Donc le train d'Helsinki et du pôle qui passe par la gare du Nord, vraiment. Mais oui, bon, c'est la liberté du poète. Mais en même temps, cette chanson s'appelle Les Trains de la gare du Nord. C'est une chanson de James Olivier en 1985. C'est une mythologie extraordinaire. Ces trains couverts de neige qui rentrent dans la gare du Nord. Bon, il faudrait abandonner ce rêve-là. Et d'ailleurs, il n'y a que nous, les naïfs, c'est-à-dire les enfants, les chanteurs, les électeurs, pour continuer à rêver dans les gares.
Et d'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment des trains qui stationnent le long des quais Gare du Nord? Gare du Nord, il y a des bateaux amarrés comme de longs paquebots. Destination Moscou, Rotterdam ou Oslo. Gare du Nord, il y a des bateaux. Des bateaux. Des bateaux dans les gares. Oui, c'est une chanson de Marc Robin, un extraordinaire auteur de chansons, par ailleurs un des meilleurs biographes de Jacques Brel. En 1989, il voyait de grands paquebots le long des quais de la gare du Nord. Et il faudrait exiler ce rêve ailleurs. Pour nous, Parisiens, c'est un scandale. Imaginez ces trains-là de l'autre côté du périphérique. Il faut croire que Cédric Villani pour conclure, a cessé de rêver en entrant vraiment en politique. Bon, c'est dit. En tout cas, on s'accroche à vos mots quand on vous écoute. C'est passionnant parce que du coup, vous avez un peu moins de temps. Il va falloir speeder. Voilà, on va faire vite. Avec qui vous Alors avez pris aujourd'hui, l'apéro, mon j'ai bu cher l'apéro Calista avec Ferris. une ex-prof d'anglais. Je me suis dit, une spéciale Brexit, ça tombe bien. Elle s'appelle Michelle Victory. Elle est députée PS de l'Ardèche. Et elle est très investie dans plein de choses, dans l'accès à la culture, la place des femmes, l'égalité des chances, etc. Mais alors, le problème, c'est qu'elle est très traqueuse. Alors donc, quand elle doit parler à l'Assemblée, elle est terrorisée, elle a vraiment ça altère un peu sa voix, etc. Même si ça va quand même un peu mieux qu'au début de sa mandature. Au fur et à mesure, on se rend compte quand même qu'on y va un peu plus sereinement. Mais mes premières interventions, je pense que j'ai tremblé énormément. Vous pouvez prendre un petit tranquillisant ? Oui, à la limite. Vous le faites parfois ? Oui, ça m'arrive. Vous prenez quoi, un petit... Ça m'arrive de prendre un quart de bêta-bloquant quand vraiment je sens si l'intervention est importante. C'est handicapant, hein. À certains moments, ça peut être handicapant. C'est dur d'être député. Alors, pour aider Michelle Victory à rester zen, je lui ai fait faire un petit exercice de pranayama. Je ne sais pas si vous connaissez, la respiration, ça vient d'Inde et ça lui a fait du bien, regardez. Bouchez-vous la narine droite. Alors, on respire sur 3, on expire sur 3. Maintenant, on inspire sur 3, on bloque sur 3, on expire sur 3. Alors, vous faites ça avant de parler à l'Assemblée. Merci. Et vous allez voir, vous allez être détendu. Merci. Vous voyez, et ça marche, vous pouvez le faire, ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors, c'est un peu yoga. Comme Michelle Victory a été donc prof d'anglais, je lui ai demandé pourquoi les hommes politiques français, parce que ça c'est vrai, même ceux qui parlent très bien, comme par exemple le président de la République, ont un accent épouvantable en anglais. Oh, vous êtes un joueur. Ah bah si, souvent. Ça dépend. Alors, regardez à Jérusalem, oui, en général, non. Regardez ce qu'elle en dit. Peut-être parce que les Français sont un peu... Il y a un petit côté prétentieux de se dire c'est pas à nous de faire l'effort, quoi. Ils ont qu'à essayer. On pense toujours qu'on sait tout bien faire, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts. Je sais pas. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne le parle pas bien. Il n'y a aucune raison, quoi. Il suffit de passer 3 mois en Angleterre et vous revenez avec l'accent. Enfin. Voilà, c'est très simple. Alors, pour vérifier quand même que son accent était impeccable, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Je lui ai demandé de nous faire un petit message promotionnel pour les téléspectateurs anglophones de LCP, qui sont très, très nombreux. LCP is a great channel. That's for sure. No, I mean, I think we're quite lucky with LCP. Yes, you like it? Oh, yeah, it's great. I think France, if we talk about that, France is a politic country. And I think French people are so into politics. The broadcast programs about politics, people like it. Mais bravo Michelle Victory, j'applaudis, mais Voilà, bravo Camille, mais vous arrivez, vous deux, 3 mots, LCP est une superbe chaîne en anglais? Oh, la meilleure. En bien anglais? sûr. In English? En anglais surtout. Of course. Ah, je dois le dire. Let's have a This try. is the greatest one. Thank you. Merci infiniment Bernard Guetta d'être venu sur le plateau d'LCP. Merci à vous, chers amis chroniqueurs, et merci à vous de nous suivre un peu plus nombreux chaque semaine, me dit-on. Très bon week-end à tous, profitez bien.